En réalité, je me demande sincèrement comment cette équipe a réussi à gagner ce match. Le niveau affiché est parfois tellement médiocre que les mots manquent pour le décrire. Il n'y a pas de véritable leader, pas de caractère, pas de personnalité sur le terrain. Ce soir, ils ont presque honoré les 124 ans du Real Madrid. Mais pas vraiment de la manière qu'on espérait. Toute la grandeur de ce club, toute son histoire, on a du mal à la retrouver dans cette équipe actuelle. Alors dites-moi franchement, vous avez pris du plaisir devant ce match? Parce que moi, je ne sais même plus quoi penser. Heureusement, il y a eu ce but de Valverde dans les toutes dernières secondes, à la 94e minute. Un but qui offre la victoire sur le gong. On peut clairement s'estimer très chanceux parce qu'un troisième match sans victoire en Liga juste avant d'affronter Manchester City aurait sérieusement fait monter la pression. J'avais d'ailleurs titré récemment « Le Real est au bord de l'implosion ». Peut-être que cette victoire repousse simplement le problème, mais j'ai l'impression que le mur arrivera tôt ou tard, peut-être dès le mois de mars, et même ce but pourrait être discuté. Il y a eu une grosse polémique en fin de match avec les joueurs du Celta Vigo et on peut comprendre pourquoi. Au début de l'action, il y a un tacle très dangereux par derrière sur un joueur de Vigo. Certains estiment que l'action aurait dû être arrêtée et que le but aurait dû être refusé. Mais au-delà de cette action, les problèmes restent les mêmes. Défensivement, il n'y a toujours aucune maîtrise. Et ce, peu importe la ligne du terrain. J'ai l'impression de répéter la même analyse match après match. Offensivement, les joueurs ne semblent pas complémentaires. Très souvent, le plan de jeu consiste simplement à donner le ballon à Vinicius et espérer un exploit individuel. On lui demande presque de dribbler tout le monde tout seul. Au milieu de terrain, c'est toujours la même chose. Tchouaméni et Valverde multiplient les passes latérales ou vers l'arrière. Le jeu manque de créativité et de verticalité. Et derrière, la défense est extrêmement fragile. Certains joueurs semblent complètement perdus dans leur rôle. Par moments, on se demande même si certains ne seraient pas plus à leur place au milieu de terrain qu'en défense. Les prestations défensives récentes sont loin d'être des exemples à montrer dans les écoles de football. Et malgré tout, il faut reconnaître que le Celta Vigo ne méritait probablement pas de perdre ce match. Ils n'ont pas forcément été brillants non plus, mais ils ont quand même eu des occasions très dangereuses. On pense notamment au poteau de Iago Aspas, qui aurait pu totalement changer le résultat. Heureusement pour Madrid, Thibaut Courtois a encore réalisé un très grand match. Au classement, cette victoire permet au Real de rester dans la course et de continuer à mettre un peu de pression sur Barcelone. Même si, soyons honnêtes, ce n'est probablement pas ce résultat qui fera trembler les Catalans. Mais au-delà du classement, ce qui inquiète vraiment, c'est le niveau de jeu. Parce que si on regarde simplement la composition d'équipe, on peut difficilement comparer ce Real Madrid à celui de la saison 2015-2016. Quand on compare les deux générations, l'écart est énorme et la trajectoire du club peut faire un peu peur. Ce soir encore, certains joueurs ont été très décevants, tandis que d'autres ont tenté de sauver les meubles. Mais au final, la question reste la même. Combien de temps ce Real Madrid pourra continuer à gagner des matchs de cette manière? Parce qu'à force de performances aussi fragiles, la chance finit toujours par tourner. On espère maintenant le revoir très vite sur le terrain, peut-être dès le prochain match de Ligue des Champions contre le SL Benfica. Ce serait le message parfait envoyé par Madrid. Un retour fort, une réponse sur le terrain. Mais s'il y a bien un joueur qui a encore porté l'équipe ce soir, c'est évidemment Thibaut Courtois. On a encore assisté à ce qu'on pourrait appeler le Thibaut Show. Le gardien belge a multiplié les parades spectaculaires et, très honnêtement, sans lui, l'histoire de ce match aurait pu être totalement différente. Il enchaîne les performances de très haut niveau et semble bien parti pour rester parmi les gardiens européens qui réalisent le plus d'arrêts sur une année civile, comme c'était déjà le cas en 2025. Et si 2026 continue sur ce rythme, il pourrait encore battre ses propres standards. Franchement, quand on voit l'importance qu'il a dans cette équipe, on se demande déjà comment le Real Madrid fera le jour où il quittera le club. Parmi ses interventions marquantes, il y a notamment cet arrêt énorme face à Borja Iglesias. Et ce n'est qu'un exemple. Au total, on peut facilement parler de 4 ou 5 arrêts décisifs dans cette rencontre. Offensivement, il y a quand même eu quelques moments intéressants. Pendant un quart d'heure environ, Madrid a réussi à jouer plus haut sur le terrain et à presser davantage le Celta de Vigo. Cette séquence a permis de récupérer plusieurs ballons dangereux. Sur l'une de ces actions, Vinicius Junior est tout proche d'ouvrir le score après une très belle passe en profondeur.
Le Brésilien réalise parfaitement son geste, mais manque de réussite. Le ballon termine sur le poteau. Franchement, cette action méritait mieux. Finalement, c'est Aurélien Tchouaméni qui va ouvrir le score pour Madrid avec une très belle frappe. Un tir puissant, précis, qui vient se loger dans le petit filet. C'est son deuxième but en 2 matchs, et ça montre qu'il possède une vraie qualité de frappe. D'ailleurs, on le dit souvent, Tchouaméni a du talent, notamment dans sa capacité à frapper de loin ou à jouer vers l'avant. Le problème, c'est qu'il n'ose pas toujours prendre ce type d'initiative. Malheureusement pour lui, ce moment positif va être rapidement gâché. Quelques minutes plus tard, le Celta de Vigo égalise. Sur l'action, la défense madrilène est complètement dépassée. Un défenseur se fait éliminer trop facilement et derrière, Tchouaméni ne suit pas son joueur. Il manque d'agressivité, n'anticipe pas la trajectoire et laisse son adversaire conclure. Résultat, égalisation. C'est frustrant parce que son but donnait l'impression d'un travail bien fait. Et cette erreur vient immédiatement ternir tout ça. Un peu plus tard, une autre situation polémique va arriver. Une main dans la surface d'un attaquant du Celta. Sur le moment, beaucoup pensent au penalty, mais l'arbitre revient finalement à l'action précédente et sanctionne une poussette de Tchouaméni dans le dos. La décision est discutable. Certains diront qu'il y a faute avant la main, donc pas de penalty. D'autres estimeront que le geste du joueur de Vigo reste anormal. Bref, encore une situation qui alimente le débat. Au final, le match de Tchouaméni résume assez bien la soirée madrilène. Du bon et du beaucoup moins bon. Il a été impliqué dans plusieurs actions importantes, positives comme négatives. Et c'est aussi pour ça qu'il se retrouve, malgré lui, au cœur de cette rencontre. Qu'il fasse un bon match ou non, Aurélien Tchouaméni est souvent au cœur des actions. Quand je dis qu'il est impliqué partout, c'est aussi parce qu'il se retrouve dans toutes les situations importantes du match. Sur certaines décisions arbitrales, on peut aussi avoir des regrets. À un moment donné, l'arbitre ne nous a clairement pas aidés. Certains parleront même de vol, mais honnêtement, je ne suis pas totalement d'accord avec cette idée, surtout quand on sait que sur le but de Federico Valverde, il y a peut-être une faute madrilène au début de l'action. En revanche, il y a une action qui reste difficile à comprendre, ce tacle dangereux sur Tchouaméni à hauteur du genou. Pour moi, c'est clairement un geste qui aurait pu valoir un carton rouge pour un joueur du Celta de Vigo. Et curieusement, on n'a pas beaucoup entendu les supporters du FC Barcelona sur cette action. Silence total sur les réseaux. On sait pourtant très bien que si la même situation avait impliqué un joueur madrilène, les réactions auraient été beaucoup plus nombreuses. Au final, le Real Madrid s'en sort presque miraculeusement dans ce match. Il faut être honnête, la prestation globale a été très moyenne dans pratiquement tous les secteurs du jeu, et c'est pour ça que je reste très sceptique avant le prochain grand rendez-vous européen contre Manchester City. Même si l'équipe de Pep Guardiola n'est peut-être pas la plus dominante de ces dernières années, elle reste aujourd'hui largement au-dessus du Real dans le jeu. Pour être honnête, je ressens très peu d'émotion en regardant cette équipe cette saison. Avant, les débriefs étaient remplis d'enthousiasme. Crier « Vamos » faisait presque partie de la signature. Cette année, je crois que je l'ai dit 1 ou 2 fois tout au plus. C'est dire à quel point cette équipe ne dégage pas grand-chose. Je continue évidemment à regarder les matchs du Real, mais je le fais presque par habitude. Beaucoup de supporters autour de moi me disent la même chose. Ils ne prennent plus vraiment de plaisir devant ces rencontres. Quand on fera le bilan de la saison, on se souviendra peut-être de 2 ou 3 très bons matchs. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu énormément de blessures et surtout beaucoup d'erreurs défensives. Concernant Trent Alexander-Arnold par exemple, j'ai l'impression qu'on se trompe sur son poste. Pour moi, il n'est pas vraiment fait pour jouer latéral droit dans ce système. Si on veut une équipe plus équilibrée, il serait peut-être plus logique de placer Federico Valverde sur le côté droit de la défense et d'utiliser Alexander-Arnold plus haut comme milieu droit. C'est là qu'il pourrait vraiment exprimer ses qualités. Bien sûr, ce genre de choix dépend aussi de l'entraîneur et de l'acceptation des joueurs. Parmi les satisfactions du match, il y a quand même certains joueurs qui montrent une attitude irréprochable. Par exemple, Pitarch. Ce n'est peut-être pas le joueur le plus spectaculaire techniquement, mais il donne tout sur le terrain. Il court partout, il se bat sur chaque ballon. Dans une équipe où l'attitude de certains est parfois critiquable, ce type de mentalité mérite d'être souligné. Même chose pour Palacios. Ce ne sont peut-être pas les joueurs les plus talentueux de l'effectif, mais ce sont clairement ceux qui montrent le plus de cœur sur la pelouse. On sent qu'ils ont faim, qu'ils veulent prouver quelque chose. Et dans le football de haut niveau, cette mentalité peut parfois faire toute la différence. Concernant Vinicius Junior, il a lui-même tenu à remercier ses coéquipiers sur les réseaux sociaux.
mais sur le terrain, on attend beaucoup plus de lui. Aujourd'hui, il est censé être l'un des leaders de cette équipe, et si le Real Madrid se retrouve dans cette situation en championnat, il doit aussi assumer sa part de responsabilité, au même titre que Federico Valverde, Jude Bellingham ou les autres cadres de l'effectif. Depuis quelques matchs, on a l'impression qu'il tombe dans une caricature de lui-même. Il cherche trop souvent l'exploit individuel, garde le ballon trop longtemps et tente le geste de trop. C'est pourtant un joueur extrêmement dangereux quand il joue simple. Une touche de balle, un enchaînement rapide, une accélération instinctive. Mais là, on voit toujours la même chose. Un dribble supplémentaire, une tentative de trop, l'envie d'être le héros de l'action. Le problème, c'est que les adversaires ont compris. Dès qu'il reçoit le ballon, ils se mettent à 2 ou 3 autour de lui pour l'enfermer. Résultat, la majorité de ses tentatives se terminent sans véritable danger. On ne peut pas lui reprocher de ne pas essayer, ça c'est certain. Il continue de provoquer et de tenter, mais en termes d'efficacité, ça reste très limité. Quand on regarde les statistiques du match contre le Celta de Vigo, le constat est assez clair. Le Real affiche seulement 0,7 XG, ce qui est inférieur à celui de son adversaire. Sur 14 tirs tentés, seulement 3 ont été cadrés. C'est extrêmement faible. De son côté, Vigo a été bien plus efficace avec près de la moitié de ses frappes cadrées. Cela montre bien le problème principal de cette équipe. Un manque de qualité dans les moments décisifs. Et quand ce manque de qualité s'ajoute à une attitude parfois très moyenne sur le terrain, on comprend pourquoi la saison risque de se terminer sans trophée. Dans les duels aussi, le Real a souffert. L'équipe a perdu énormément de confrontations directes, ce qui est très inquiétant pour un club censé dominer ses matchs. Les tops du match, le premier nom qui ressort, encore une fois, c'est Thibaut Courtois. Honnêtement, il est peut-être devenu mon joueur préféré dans cet effectif. Match après match, il répond présent. Solide, décisif, exemplaire dans l'attitude, c'est clairement un leader. Autre satisfaction, le jeune espagnol Pitarch. J'en ai déjà parlé plus tôt, mais son match mérite d'être salué. Il ne triche pas, il court énormément et il apporte de l'énergie à l'équipe. Et bien sûr, il y a Federico Valverde, buteur et sauveur ce soir. Depuis le début de l'année 2026, ses statistiques sont impressionnantes. Buts, passes décisives, influence dans le jeu. Il est partout. Je reste critique sur certains moments de la saison parce qu'il a aussi participé aux difficultés collectives. Mais depuis janvier, son attitude est irréprochable. Il n'a peut-être pas le charisme naturel d'un grand capitaine, mais sur le terrain, il montre l'exemple. Les flops. Du côté des déceptions, on peut citer Brahim Diaz. Même s'il a récemment prolongé son contrat, je ne suis toujours pas convaincu par son rôle dans l'équipe. Dans mon mercato idéal, je serais même favorable à un départ. Si le club décide de donner plus de place à des joueurs comme Nico Paz, la présence de Brahim devient difficile à justifier. Il avait demandé plus de temps de jeu cette semaine. Il a été titularisé, mais sa prestation n'a pas vraiment changé les choses. Autre sujet de déception, Trent Alexander-Arnold. Je reste persuadé que ce joueur possède énormément de talent, mais dans ce rôle défensif, il montre de vraies limites. Son positionnement et ses difficultés dans les duels posent problème. Les notes et les réactions. D'après les premières évaluations, Thibaut Courtois obtient une note proche de 8, ce qui en fait logiquement l'un des meilleurs joueurs du match. Ferland Mendy, de son côté, a livré une prestation solide. Défensivement, il reste un joueur très fiable, même si son principal problème reste sa fragilité physique. En revanche, certains joueurs comme Asensio ont été plus en difficulté, notamment dans les duels et la précision des passes. Concernant Pitarch, ses statistiques montrent surtout son activité sur le terrain. Beaucoup de courses, une bonne qualité de passe et une présence constante dans le jeu. Les déclarations d'après-match. Après la rencontre, Álvaro Arbeloa a réagi en conférence de presse. Il a notamment salué la performance de Valverde, estimant qu'il incarne parfaitement les valeurs du Real Madrid. Il a également mis en avant le travail de Pitarch, soulignant l'importance de donner leur chance aux joueurs issus du centre de formation. Pour Arbeloa, ses profils dynamiques et combatifs sont essentiels pour l'avenir de l'équipe.